Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de choses intéressantes. Un petit point jeu vidéo sur Nvidia et Xbox qui ont annoncé des choses intéressantes. Un petit point sur TikTok qui fait encore des siennes. En tout cas, on aura des avis super intéressants de nos invités. Et puis plein d'autres choses. Samsung Galaxy Z Fold 2, Google, Apple et tout le monde qui montent les prix. Des choses qui vont se passer dans le domaine des télécoms, Facebook et plein d'autres choses encore. Et pour m'aider à traiter de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque mois, d'une part, Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric ? Comme dans un rêve. Elle est intéressante cette année parce qu'en fait, évidemment, du fait de beaucoup de télétravail, le confinement et le reste, c'est un petit côté Groundhog Day, c'est-à-dire que tu vois, tout à coup, le mois de septembre ressemble au mois d'avril, en gros. Donc, est-ce une nouvelle normalité ? Est-ce un épisode unique dans nos vies ? Je ne sais pas, on le saura bientôt. Très bien. Écoute, réponse peut-être dans ce podcast. D'un autre côté, on a également... Quelle ambition. C'est pour ça que j'ai dit peut-être, hein. Tu vois, je ne m'engage pas. Mais on a la joie de recevoir également pour la première fois Elsa Trujillo, qui nous rejoint anciennement du Figaro Tech et désormais de BFM Tech et Business. Comment ça va, Elsa ? Bonjour, enchantée de participer à cette première émission. Tout va très bien. Ouais, en forme. Tu tiens le confinement ? Le confinement ? Oui, on en est un peu sorti quand même. Oui, je tiens la route, tout va bien. Tu penses que vous en êtes sorti en France ? Parce que moi, je suis en Finlande et vu d'ici, la France est en plein dans le confinement encore. Enfin bon, pas exact, disons confinement volontaire ou situation équivalente. Pour toi, c'est plus du tout le confinement ? Ah non, pas du tout. Retour au travail avec masque obligatoire. Bon, c'est une sorte de confinement également. Oui. Confinement des voies respiratoires. Un confinement ensemble. Ouais, confinement ensemble, c'est moins difficile à passer, on va dire. C'est vrai, non mais tu sais, c'est marrant parce que évidemment, il n'y a plus le confinement, mais moi dans ma tête, ici, il y a tellement peu de Covid et en France, il y en a tellement que j'ai l'impression qu'à l'extérieur de mes frontières à moi en Finlande, les choses sont un petit peu immobiles comme elles l'étaient, enfin, sont restées comme elles l'étaient il y a quelques mois de ça. Bref. Il est bon de rester informé parfois en ayant des invités dans des émissions où on va parler de tech. Et d'ailleurs, j'aimerais, avant de nous lancer dans nos sujets tech, remercier les gens qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister par Patreon. Arthur K, Lynx Observateur, qui nous observe depuis sa forêt. Je ne sais pas où vivent les lynx. Si, dans la forêt, très bien. Guillaume G, Julien, Mathias Elmaleh, JL Tri, Ardub Marc, Benoît Roard, Eric EMK et Stéphane Doraille. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Si vous souhaitez vous aussi avoir une émission sans pub et le grand plaisir de la soutenir, de lui permettre d'exister comme je le disais, en plus de divers bonus, c'est patreon.com/rdvtech, vous le connaissez. Et donc, avant de vous demander vos impressions et de parler des derniers développements de l'affaire TikTok, je vais quand même parler de quelques trucs un petit peu gadgeteux. Je parle depuis quelque temps de l'équilibre qu'on trouve entre les sujets un petit peu politiques et sociaux et les sujets un petit peu plus gadgets. Et même avant ça, je vais faire une introduction à l'introduction en vous parlant d'une tendance qui semble se faire jour au sein de la Silicon Valley, qui est celle des employés de grandes sociétés comme Twitter, Facebook, Salesforce, qui n'ont pas d'enfants, qui sont en train de plus en plus de se plaindre des bénéfices accordés par les sociétés pendant le confinement aux employés qui ont des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants se sentent laissés sur le côté, ne pas bénéficier des mêmes choses parce que les employés qui ont des enfants ont des jours de congés supplémentaires, des bonus financiers supplémentaires, etc. Et donc, moi, j'ai lu ça et ça m'a vraiment fait tiquer parce que il y a 3 ans, avant que je n'ai moi-même un enfant, je pense que j'aurais été dans le camp des non-parents en disant « Oh, quand même, c'est pas juste, c'est tout pour eux ». Et aujourd'hui, ayant un enfant, je peux vous dire que ma réaction initiale et viscérale, c'était « Mais une paire de claques à ces gens, mais ils savent pas ce que c'est que d'avoir des enfants ». Et si on n'a pas d'enfants, je vais vous dire déjà, l'avenir de la société, qui va payer vos retraites ? Bon, déjà, on n'aura pas de retraite. Ok, mais les parents, et je m'inclus pas dans ce rôle parce que je suis pas un très bon parent, mais les parents sont les héros de notre société. Et croyez-moi, être parent pendant le confinement, c'est infiniment plus difficile que vous ne pouvez l'imaginer.
Et je pense que c'est vraiment difficile à concevoir parce que je sais très bien que moi-même, j'aurais pas pu imaginer à quel point c'était difficile avant de le devenir moi-même, quoi. Cédric, Elsa, je sais pas si t'as des enfants ou si t'es dans un camp ou dans l'autre. Non, pas d'enfant à signaler. Non, je suis pas dans un camp ou dans l'autre. J'ai été assez étonnée. Je connaissais pas en fait cette polémique-là. Et évidemment, en entreprise, et chez Facebook, nouvelle, Google, etc. Il peut y avoir des clivages entre certaines professions en fonction de l'ancienneté, etc. Mais je savais pas qu'il y avait désormais ces camps parents, non parents. Mais ça semble un petit peu curieux quand même de se plaindre des avantages qui peuvent être accordés aux parents, sachant qu'il y a quand même. Enfin, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, mais pas mal d'études qui ont été faites à propos de l'impact sur le travail que peut avoir la garde d'enfants quand même forcée qu'ont eu ses parents pendant ce temps-là et qui continuent pour la plupart à avoir. On a à peu près 9% de temps en moins accordé à son travail. Et encore là, je pense que c'est une estimation quand même à la baisse qui a été faite. Oui, assez optimiste. Donc voilà. Et puis aussi, venant d'employés d'entreprises qui ont été assez audacieuses sur les dispositifs de télétravail ou de travail tout simplement mis en place pendant le confinement. Je trouve ça assez étonnant comme position. Pour pas dire malvenu. Moi, je perds de claque. Cédric, je suis sûr que tu me rejoindras. Il faut leur reconnaître vraiment le mérite d'avoir compris rapidement que, comme le disait Elsa, chez nous, tu vois, on disait, ah bon, vous avez des enfants à garder, vous allez être en télétravail, problème réglé. Non, pas problème réglé du tout. Enfin, vous allez être dans une espèce de faux télétravail. C'est pour ça que moi, les gens que j'interviewais sur le télétravail, souvent me disaient, mais attendez, on n'a pas fait de télétravail. Le télétravail, c'est un truc planifié, choisi, convenu. Là, on a fait de la médecine d'urgence, quoi, en gros. Et donc, ces sociétés, mais qui ont les moyens de le faire, il faut le dire, on constatait juste que c'est pas la peine d'essayer de forcer des gens à travailler avec les enfants sur les genoux. Autant finalement leur donner des congés et voilà, gérer les choses plus tard. Et alors c'est vrai que là, la situation dure, donc on est en train de passer de l'exceptionnel à des choses un peu plus structurelles. Donc, mais c'est vrai que tout à coup, les gens sans enfants, je sais pas, moi j'en ai plein, donc forcément je n'ai plus le recul nécessaire. T'as oublié ce que c'était. J'essaie d'imaginer ce que j'aurais fait. Voilà, il y a 10 ans quand j'avais pas d'enfants. Est-ce que j'aurais chouiné en disant les parents ils ont plein d'avantages quand même. J'imagine que ça doit créer des problèmes quand même dans les équipes. Quand tout à coup on donne, parce que c'était beaucoup, il y en a qui ont eu je sais plus combien, c'était 8 semaines, 6 semaines, 10 semaines, enfin tu vois, ça a dû poser quand même des questions opérationnelles, mais là on n'est pas sur ce point-là, on est sur pourquoi lui il a ça et moi j'ai rien. Disons que moi je fais un message d'utilité publique, je dis aux non-parents, peut-être qu'on a un petit peu plus de solidarité en France et sur notre vieux continent, donc on comprend un petit peu plus les besoins de certains, mais message d'utilité publique, je vous assure, c'est pas des vacances avec les enfants à la maison. Non, ça c'est une chose qu'on peut dire aux gens qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que c'est d'en avoir. Oui. C'est-à-dire ils ont vu des trucs à la télé, mais c'est pas comme ça que ça se passe vraiment. Voilà. Et alors surtout en avoir plusieurs. Et je pense que là, t'imagines les gens quand même, et les gens, je me compte dedans, hein, mais moi on est plusieurs dans la maison, j'ai eu de l'aide, etc. Mais qui ont enchaîné le confinement, le machin, les vacances. Là, ils attendaient la fin des vacances et la rentrée, mais alors avec délectation, genre, ils comptaient les heures. Le signe le plus important. Voilà. Le signe le plus important, c'est pour la première fois, les 3 sont à l'école, ça y est, c'est énorme. Demande en fait aux parents s'ils préfèrent avoir les enfants à la maison ou à l'école. Les enfants à la maison et tous être en vacances ou qu'ils soient à l'école et qu'il faille bosser, je peux te garantir que la majorité te diront non, ils vont à l'école et on bosse, ça va, très bien. Et bien sûr, mais bien évidemment. Donc voilà, donc c'est rigolo parce que, mais c'est aussi lié, j'ai l'impression, tu vois ce que je veux dire, on est quand même dans ces sociétés-là, dans des sociétés où il y a beaucoup de débats internes, on l'a vu, tu vois, sur plein de questions, chez Google, chez Facebook, Salesforce a une grosse identité d'acteurs social et engagés, donc ce serait pas la même chose si tu étais chez je te la fais à la louche, Walmart, Bank of America ou General Motors. Peut-être pas, ouais, c'est vrai. Bon, autre petit détour par le jeu vidéo, puisqu'il y a 2 grosses annonces qui ont eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu ces quelques derniers jours. D'une part, Nvidia a annoncé ses cartes graphiques RTX 3000. Ceux qui n'aiment pas les chiffres et les composants PC, ne commencez pas à faire avance rapide tout de suite, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent quand même. Et d'un autre côté, Microsoft a confirmé le prix de sa Xbox Series S à venir, c'est-à-dire la nouvelle génération de consoles
console, et il sera de seulement $299 aux États-Unis, donc à peu près 300 €, on imagine, dans nos contrées. Les cartes graphiques Nvidia sont intéressantes parce qu'il s'agit d'un saut de génération comme on en a à peu près tous les 10 ans, c'est-à-dire qu'on a des tarifs pour une puissance, des tarifs équivalents pour une puissance qui est à peu près doublée. Et donc, pour tous ceux d'entre nous qui sommes fans de PC et de jeux sur PC, ou peut-être même des professionnels de la 3D ou des calculs intensifs, eh ben, ça va vraiment être le moment de changer de carte graphique. On en parlera plus de ces deux sujets d'ailleurs dans le rendez-vous jeu qu'on fait dans 2 jours. Maintenant que le rendez-vous jeu est hebdomadaire, on va pouvoir parler de tous ces sujets-là autant qu'on le veut. Mais donc ça arrive avec plus de détails dans 2 jours dans le rendez-vous jeu, mais c'est vraiment un moment important pour les matériaux, les composants sur PC, c'est cette sortie de carte graphique, et c'est un moment important pour les consoles, cette annonce de Xbox Series S à seulement 300 € à peu près, parce que, bien sûr, elle est moins puissante que la version de la console qui sera plus chère, mais elle donne l'accès à la nouvelle génération, à tout ce qui est ray tracing, technologie ray tracing et équivalent, à un prix qui était inattendu. Et je pense que, malgré la différence de stratégie entre Sony, Nintendo et Microsoft, Microsoft avec ce prix a une force de frappe qui était peut-être un petit peu qu'on avait sous-estimée parce qu'on a imaginé qu'elle serait un petit peu plus chère. Donc Nvidia d'un côté, Microsoft de l'autre. Elsa, je sais que c'est pas trop ton truc, c'est produits consumer. Pardon ? Oui, pas trop un profil de gameuse, mais pour le moment, ça peut venir. Écoute, peut-être avec la Xbox Series S, surtout que je pense on parlait des enfants tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants qui vont demander à leurs parents est-ce que je peux avoir une nouvelle console et une Xbox ? En fait, il va y avoir l'offre All Access qui vous donne la console et un abonnement à leur service d'abonnement, enfin de catalogue de jeux qui inclut 100, 150, 200, 300 jeux dans l'abonnement pour la console et l'abonnement pour entre, on va dire, une trentaine d'euros par mois. C'est une offre qui sera assez intéressante sous le sapin, je pense. Cédric, tu vas être client ? C'est intéressant parce qu'évidemment, ils sont forcés de faire un effort sur le prix ou d'au moins avoir un effet de gamme avec des points d'entrée un peu abordables. C'est nouveau dans le marché des consoles. Hein. Généralement, on avait une console et c'est tout. Là, il y a 2 offres par constructeur. Et puis surtout au début. C'est-à-dire qu'à la limite, tu vois, au début, tu sors voilà, ton produit flagship, etc. Et puis après, tu le déclines en disant, voilà, si vous avez raté la première vague, vous pouvez... Enfin, faut pas parler de vague en ce moment. Si vous avez... voilà, si vous n'aviez pas les moyens de vous payer le modèle premium, j'ai envie de dire, voici la déclinaison plus simple et moins chère. Donc, c'est intéressant qu'ils fassent ça dès le début. La balance dès le début, ouais. Je pense que ça signifie aussi ils savent qu'ils n'ont pas forcément, le droit est un bien grand mot, mais ils voudraient peut-être s'éviter d'être la deuxième console ce coup-là encore. C'est sûr. Et ils savent en plus que évidemment la PlayStation 5 va être chère. Et du coup, ça va être intéressant. On a 2 modèles de PlayStation 5 également. Un modèle avec lecteur de disque physique et un modèle sans, mais les capacités de la console seront les mêmes dans les 2 cas. Là, on a des capacités un petit peu moindres avec la console pas chère du côté de Microsoft. Donc, elle pourra faire tourner les mêmes jeux, mais a priori seulement, entre guillemets, en HD, donc en 1080p avec a priori 30 images secondes, alors que ça sera en 4K avec 60 images secondes plus ou moins sur la version plus chère. Mais pour la PlayStation, on aura les mêmes capacités, mais du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir faire une console ? Moi, je l'imagine mal être à moins de 399, 400 €, quoi, la console. Donc, on aura 100 € de différentiel, au moins, dans l'offre, et ça risque de faire mal. Oui, non, ça va faire une vraie différence. Donc, c'est intelligent de la part de Microsoft parce que tout à coup, en tout cas, ils n'auront pas l'obstacle du prix. Après, il va falloir qu'ils se battent évidemment sur les contenus. Et j'ai envie de dire, comme tu le disais, sur les offres de contenu plus ou moins intégrées, parce que c'est quand même ce vers quoi on s'achemine de manière à peu près constante, quelles que soient les plateformes. Donc, non, c'est intéressant. Au moins, il y a du match. Oui, là, ça donne une force à Microsoft très différente des autres constructeurs et qui est complètement valide et même alléchante, je dirais. Plus de détails dans les jours à venir, certainement.
Alors, on a l'autre sujet qui nous occupe ces dernières semaines, c'est celui de TikTok, dont on a beaucoup parlé évidemment, et sur lequel j'aimerais avoir vos opinions, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre et dans lequel il y a énormément de composantes. La dernière en date, c'est ce dont on parlait la semaine dernière, la Chine qui a mis certains éléments, dont l'intelligence artificielle, sur la liste des technologies qui nécessitent un accord pour l'exportation. TikTok étant une société qui est possédée par ByteDance, société chinoise, ça toucherait à l'algorithme de TikTok, l'algorithme de présentation du flux aux utilisateurs de TikTok. Ce qui veut dire qu'un rachat de TikTok serait fait sans cet algorithme, qui est un petit peu le cœur de TikTok, à moins d'aller supplier le gouvernement chinois, dans le cas de l'acheteur, supplier le gouvernement chinois de laisser l'algorithme partir. Mais évidemment, le gouvernement chinois ne serait sans doute pas prêt à le faire, et en plus, ça... Oui, mais supplie quand même, ça fait plaisir. Et donc ça a été confirmé que ça jouerait un rôle assez énorme dans ce possible rachat. On avait un rachat qui devait être annoncé la semaine dernière, qui a été visiblement reculé, et Oracle, qui est l'un des acteurs en place pour le possible rachat, qui a d'ailleurs fait la cour à Donald Trump et son administration depuis bien des années, qui du coup se retrouve embarrassé par ce problème et qui serait en train de reconsidérer peut-être le rachat. Et puis de l'autre côté, il y a TikTok qui continue à lancer des nouveautés sur sa plateforme et qui continue à essayer de courtiser les créateurs de TikTok d'une manière qu'on n'a jamais vue pour les autres réseaux sociaux équivalents. Ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter n'a courtisé les créateurs de cette manière. Et quand je dis courtiser, c'est pas juste leur dire qu'ils sont beaux, c'est également aller leur proposer des moyens de gagner leur vie. Ce qui fait qu'ils sont en train de se gagner une fidélité de la part de leurs utilisateurs et de leurs plus grands créateurs qui, à la suite, vont aller mobiliser leurs audiences, qu'on n'a peut-être pas vu dans les réseaux sociaux qu'on connaissait par le passé. Donc c'est toute une sauce qui est en train de monter, avec plein de petits bouts différents par lesquels on peut la prendre. Et donc je me retourne vers Elsa, du coup. Est-ce que toi, tu as une vision clair de ce qui va pouvoir se passer? Est-ce que tu comprends tous les tenants et les aboutissants? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à retenir dans tout ça? Je t'écoute. En fait, TikTok se retrouve bien malgré lui dans un bras de fer qui a été entamé bien au-delà des quelques semaines justement depuis lesquelles a débuté cette affaire. C'est tout simplement un bras de fer commercial de longue date entre les États-Unis et la Chine. Finalement, les reproches que Donald Trump fait directement à TikTok, ce sont globalement les mêmes qui sont faits à Huawei, alors qu'ils ont des activités totalement différentes, c'est-à-dire soupçons d'espionnage, menaces sur la sécurité nationale qui pèseraient sur cette application, qui pèserait sur les États-Unis, alors même qu'aucune preuve, et pareil pour Huawei, n'a été apportée de tels actes de la part de TikTok. En fait, ce qui est redouté, et c'est un argument qui revient régulièrement, c'est la proximité entre ces entreprises chinoises et le gouvernement, sachant qu'une loi sur la sécurité oblige les entreprises technologiques à répondre aux requêtes du gouvernement chinois si tant est qu'elles se produisent. Donc globalement, là, on a un peu recadré le débat sur ce qui est reproché à TikTok. Ce qui se passe là et ce que j'ai vu récemment qui était intéressant, c'était une stratégie qui est envisagée par ByteDance. C'est le fait d'attendre un petit peu, de jouer la montre pour revendre ses activités américaines, en espérant, parce qu'au départ il y avait une date qui avait été fixée au 15 septembre, finalement ça a été repoussé à novembre, et ça tombe pile avec la nouvelle élection américaine et un changement éventuel d'administration, et Pékin espérerait que ce changement d'administration rime avec changement de politique à son égard. On voit pas comment le gouvernement américain, même s'il était nouveau, pourrait totalement abandonner cette politique-là à l'égard de la Chine, mais c'est un nouveau scénario en tout cas qui se dessine et qui est pas à mettre de côté.
Tu penses qu'il est possible que du coup tout soit gelé jusqu'à l'élection américaine qui est le 21 novembre, je crois, quelque chose comme ça. 3 novembre. Le 3 novembre, d'accord. Alors c'est vraiment tout début novembre. Oui, voilà, c'est le 3 novembre. Ouais. Et il me semble que la seconde date qui avait été évoquée pour un rachat, c'était le 12 novembre. En tout cas, oui, c'est peut-être pas le scénario qui vient en premier sur la table, mais j'étais surprise de voir que ça avait pu être évoqué. Après, oui, on a encore... Enfin, on devait avoir un deal qui était annoncé à partir de la semaine dernière. Finalement, ce n'a pas été le cas, mais en tout cas, ça commence à se dessiner de façon plus précise, sachant qu'on a à la fois la liste des acteurs qui sont intéressés, mais aussi un prix éventuel de rachat entre 20 et 30 milliards de dollars. Donc oui, et après, il y a cette question de l'algorithme. Je vois pas du tout comment TikTok pourrait être revendu sans son algorithme, parce que c'est une application qui perd totalement de sa substance sans ça et totalement de son intérêt. Je vois même pas en fait ce qui pourrait être revendu et ce qui pourrait ressortir de ce rachat dans ces conditions-là. C'est un peu une coquille vide sans l'algorithme, effectivement, et c'est un coup de maître de la Chine. Enfin, un coup de maître, c'était peut-être pas si difficile à imaginer, mais en tout cas, c'est bien joué, parce que oui, c'est une contre-attaque contre les demandes du gouvernement américain qui bloque complètement la situation. J'avais pas vu que la date avait été décalée. Moi, je pensais que c'était encore la semaine prochaine qu'on allait avoir l'échéance. Mais oui, du coup, effectivement, c'est une remise à l'élection américaine, complètement. Mais c'est absolument... C'est surtout une remise à jamais, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire. Très clairement. C'est-à-dire que tout à coup, c'est drôle, parce qu'en plus, il y a une ironie pendant des années, c'est-à-dire depuis très longtemps. L'Amérique, par exemple, a une liste de technologies clés dont l'export vers une liste de pays interdits. Voilà, c'est pour ça que pendant longtemps, par exemple, en Iran, tu pouvais pas acheter une Xbox en Iran, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple. Il y a eu ça même sur des algorithmes, sur des choses comme ça. Donc tout à coup, c'est intéressant et ça dit des choses sur l'état du monde, que tout à coup, ce soit la Chine qui fasse une liste de technologies dont l'export va être contrôlé. Tu vois, alors qu'on est parti de la Chine, et puis tout le monde, etc. Ça s'est terminé. Mais oui, surtout, disons que la liste des éléments qui étaient interdits à la vente à certains pays, c'était pour des raisons de sécurité nationale qui étaient justifiées. La Xbox dont tu parlais, il y a eu la même histoire avec la PlayStation 2 à l'époque. C'était parce que les puissances de calcul, avec l'évolution des machines, c'était il y a un moment, mais les puissances de calcul pouvaient permettre de faire des calculs de missiles balistiques et de ciblage de missiles balistiques. C'était pour ça que c'était interdit, ce genre de choses. Je schématise, mais en gros, il y avait des raisons de sécurité nationale. Là, les raisons de sécurité nationale sont entièrement théoriques sur Huawei et encore plus sur TikTok. Et dans le cadre de la Chine, ok, on pourrait dire que l'algorithme de TikTok est une technologie qui menace la sécurité nationale, mais enfin, c'est un peu capillotracté quand même. Bien sûr. Le seul but de tout ça, c'est justement de freiner les opérations et de faire en sorte que cette vente ne se fasse pas. Parce que c'est une vente forcée et que personne n'a envie de le faire. C'est-à-dire que ByteDance était déjà en train en gros, de filialiser un TikTok américain. C'est pour ça qu'ils avaient embauché Kevin Mayer, etc., de chez Disney, avec probablement l'idée après de l'introduire en bourse. Et tout à coup, ça aurait été une structure différente, avec juste un investisseur chinois majoritaire, minoritaire à voir, qui aurait été ByteDance. Et voilà, donc ils ont envie, ça c'était leur envie, mais par contre, ils n'ont pas envie juste de filialiser TikTok pour le vendre le couteau sous la gorge. De l'autre côté, tu as les acheteurs, tu as Microsoft, tu as tout ça, qui eux, seraient prêts à y aller, mais qui ne sont pas forcément très clients non plus de ce que Trump leur a demandé, c'est-à-dire de verser une obole au trésor américain pour avoir joué les entremetteurs. C'est un peu genre, oui, vous êtes gentils, vous savez, on n'a pas besoin de vous pour acheter des startups, on sait faire dans l'ensemble. Donc là-dessus arrive Oracle, dont le patron est pote de Trump. Il a fait des dîners de fundraising chez lui, pour lui, etc. Et puis d'autres gens, on voit Walmart qui arrive. C'est que tout à coup, toutes les banques d'affaires sont arrivées en disant il y a une vente forcée, c'est-à-dire qu'il faut que ça se vende, il faut que ça se vende très vite. Et évidemment, la banque d'affaires qui va faire le deal va toucher beaucoup d'argent. Donc tout à coup, évidemment, ils trouvent plein de gens en disant mais vous voulez pas acheter, regardez, c'est une fire sale, c'est-à-dire que c'est une vente forcée. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître, exactement. Donc voilà, ça, à mon avis, a futé énormément d'appétit. Mais il ne faut pas oublier que TikTok n'a pas du tout envie de se vendre. Et que surtout, évidemment, on est à 6 semaines, en gros, d'une élection américaine. Si c'est comme, a priori, les chiffres sont en train de nous le montrer, mais on va le dire avec quand même énormément de prudence, parce qu'on s'est quand même fait déjà avoir une fois. Si c'est Biden qui est élu,
la vente de TikTok se fera pas. C'est-à-dire que d'un coup, TikTok dira non, mais en fait, voilà, nous, on va filialiser, vous allez avoir un TikTok américain, nous, on restera investisseurs, mais vous investissez bien dans des boîtes chinoises, donc il n'y a pas de raison que voilà. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, tout ça va se calmer. Je pense pas que ça réglera le cas Huawei. Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est plus. Ouais. C'est plus... Alors, bon. justement, c'est la suite de toute cette histoire, mais intéressant. Vendra pas TikTok. Je crois qu'on peut commencer à prendre des paris. Je suis sûr que les bookmakers anglais ont des. Vendra pas. Okay. Un mois de salaire. Un mois de salaire. Oula. Bon, je te suis pas parce que je peux pas perdre un mois de salaire, mais c'est courageux. Elsa vendra ou vendra pas? Je pense vendra pas. Après, il y avait un autre point intéressant à aborder également. C'est une action de la Chine, bon, qui est moins incisive que l'extension de sa liste de restrictions à l'exportation. C'est une proposition qui a été faite aujourd'hui face à cette volonté justement des États-Unis de purger un peu les réseaux de toute application chinoise et donc de toute menace d'espionnage. Il y a une proposition qui a été faite de définir de nouvelles règles en matière de transfert de données. On a l'impression que c'est un peu la Chine qui fait une proposition de RGPD, de ce qui pourrait être un RGPD mondial, mais la Chine propose de s'accorder avec les États-Unis et d'autres pays du monde sur des transferts de données qui seraient acceptables à la fois du point de vue des Américains, mais aussi des pays occidentaux. Et ça, pour le coup, je n'avais jamais vu une telle proposition de la part de la Chine. En tout cas, si ça peut les forcer à céder sur ce point et être peut-être un peu plus respectueux des données personnelles, peut-être que ce sera un bon point qui ressortira de ce bras de fer entamé depuis plusieurs semaines déjà. Intéressant. Et Trump pourra dire qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Mais c'est ça qui est surprenant, hein. C'est-à-dire que Trump a tous les défauts du monde, mais il n'hésite pas à mettre la pression en tout cas. Oui. Et tu vois, c'est son côté art of the deal, même si on sait maintenant que c'est un businessman absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'il a quand même gagné plus d'argent en mettant l'argent de son papa à la caisse d'épargne. Mais voilà, il n'hésite pas à aller au-delà de ce que la diplomatie habituelle dicte d'ordinaire et à mettre. Alors, il y a des fois, c'est catastrophique. C'est dans l'ensemble largement catastrophique. Le problème, c'est que c'est très aléatoire. Ça a quand même des effets étonnants. Oui, quand tu sais, tu lances à l'aveugle une balle dans un, je sais pas, dans une poubelle, bah, de temps en temps, elle arrive dans la poubelle. Ça veut pas dire que t'es particulièrement adroit. Tu lances un ballon de basket dans ton dos, parfois il tombe dans le panier. C'est ça, exactement. Oui, c'est même les horloges arrêtées donnent l'heure 2 fois par jour. Exactement, voilà, on pourrait le dire comme ça. Parce que bon, la logique de tout ça se fait encore chercher, mais on parlait de la Chine, justement, ils sont en train de pousser encore plus le développement de leurs semi-conducteurs. Ils veulent, au niveau étatique, avoir plus d'indépendance au niveau des semi-conducteurs. Par contre, en attendant, Huawei est à sec au niveau smartphone et il n'y a pas d'issue. Alors peut-être que l'élection américaine changera un petit peu ça, mais comme le disait Elsa ou Cédric, je ne sais plus, si ça peut débloquer la situation de TikTok, il est moins certain que ça débloque celle de Huawei. Et en attendant, ce qui est très intéressant, c'est la situation de WeChat, parce que tout le monde se focalise sur TikTok. Il y a un article absolument passionnant dans le New York Times, que je mettrai d'ailleurs dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous le savez, sur notepatrick.com, il y a un petit truc pour s'abonner, mais il y a une sorte d'état des lieux de WeChat. Vous savez, on sait que WeChat, c'est un peu l'Internet en Chine, mais la manière dont s'en sert le gouvernement chinois pour contrôler, censurer, réprimander, même plus que réprimander, oppresser ses citoyens, et la manière dont ça influence également les personnes qui sont hors de Chine, mais qui utilisent WeChat, essentiellement des ressortissants chinois ou des gens qui ont de la famille en Chine, mais la manière dont ça les influence. Il est toujours bon d'avoir une certaine mesure dans l'appréciation qu'on a des différents pays et des différentes cultures. Et on est peut-être parfois un petit peu dur avec la Chine ou avec d'autres pays qui sont, entre guillemets, les méchants. Mais je crois qu'il est également bon de savoir comment ça se passe réellement et que par certains aspects, les choses sont tout aussi alarmantes qu'on pourrait le craindre. En l'occurrence, WeChat est vraiment une... Je vais vous donner juste un exemple qui est cité dans l'article. Vous pourrez le lire vous-même si vous le souhaitez, mais... Il y a un professeur qui s'appelle Monsieur Fang qui a voulu faire une leçon à l'université, un cours sur la compréhension des médias à des ressortissants chinois qui venaient habiter aux États-Unis.
Et ce dont il s'est rendu compte, il s'est dit, logiquement, ces ressortissants chinois, ils vont venir vivre aux États-Unis, ils vont avoir accès à un média libre, et donc ils vont comprendre ce qu'est l'information, ils vont comprendre ce qu'est ce qu'il y a comme différence entre une information contrôlée par l'État et une information un peu plus libre, même si elle est plus chaotique. Ce dont il s'est rendu compte, c'est que même en dehors de la Chine, l'environnement était tellement conditionnant quand ils étaient en Chine, avec uniquement les informations voulues par le gouvernement chinois qui passaient sur WeChat, qui est un petit peu une application fourre-tout, hein. Il y a des jeux, des informations, des communications, des moyens de paiement, etc. Et l'information était tellement contrôlée sur WeChat qu'ils n'arrivaient pas à comprendre l'environnement médiatique libre qui existait en dehors de la Chine, malgré le fait qu'ils habitaient désormais et qu'ils comprenaient la culture du nouveau pays. C'est terrifiant, mais c'est important à comprendre. Et la mainmise qu'a WeChat sur le quotidien des Chinois et la mainmise qu'a le gouvernement chinois sur WeChat sont fascinant et effrayant. Je vous encourage à aller lire cet article. Encore une fois, c'est un article du New York Times que vous pouvez retrouver facilement. Il s'appelle Forget TikTok, China's powerhouse app is WeChat and its power is sweeping. En gros, vous cherchez New York Times Forget TikTok, je suis sûr que vous la trouverez, sinon dans la newsletter qui publiera ce jeudi. Mais la leçon à retenir, en tout cas, c'est que c'est pas TikTok qui est le problème ou un problème. TikTok, c'est un jouet à côté. WeChat, c'est de ça dont il faut auquel il faut s'intéresser. Je ne vais pas dire se méfier, mais s'intéresser. WeChat, c'est ton système d'exploitation du quotidien si tu es en Chine. Je la fais rapide, hein, mais en gros, c'est ça. C'est avec ça que tu vas t'informer, c'est avec ça que tu parles avec tes potes, c'est avec ça que tu payes un taxi. C'est-à-dire que si ton WeChat fonctionne pas, tout à coup, ta vie devient vraiment plus compliquée. Et c'est ce que Facebook voudrait devenir demain, en fait. Hein. Ils ont même dit spécifiquement, on veut devenir comme WeChat. Oui, c'est ça. Ils se cachent pas derrière leurs petits doigts. En fait, c'était le but de Messenger depuis un certain temps. Et puis finalement, voilà, c'est la réarchitecturation de Facebook pour le futur. Ce serait un truc à la WeChat pour être ton système d'exploitation personnel, quoi. Et qui est à la fois ta présence et ton outil de tous les jours. Et voilà. Donc c'est de communication. Et ce que disent les gens qui sont interviewés dans cet article, c'est vraiment que si tu n'es pas sur WeChat, il y a tellement aucune autre alternative en Chine. Si tu n'es pas sur WeChat, tu es complètement seul. Que tu sois en Chine ou à l'extérieur, tu es coupé de ta communauté. Et en plus de ça, les informations sont tellement contrôlées sur WeChat que si tu postes quelque chose qui est un petit peu critique du gouvernement ou de Xi Jinping ou de quoi que ce soit, tu as vraiment des policiers qui viennent à ta porte le lendemain et qui viennent t'emmener au commissariat ou à la prison ou pire. Et c'est les informations. Par exemple, l'article commence avec un récit d'une personne qui décrit Donald Trump selon la presse chinoise qui est visible sur TikTok. Je peux vous dire que l'image correspond pas tout à fait à ce qu'on voit nous, diplomate brillant, homme d'affaires à succès, etc., etc. Et la personne en question a été très surprise de voir ce qu'il en retournait quand elle est venue. Quand elle est arrivée aux États-Unis, même qu'on apprécie ou pas Donald Trump, l'image est certainement différente. Et bon, bref, enfin. Je ne vais pas vous refaire l'article, mais c'est impressionnant. En tout cas, mais il vaut d'être ce qui est intéressant à propos de cette application, et c'est ce que disait Cédric, c'est un peu le système d'exploitation du quotidien, l'outil auquel se remettent tous les Chinois pour un très très large éventail de tâches, c'est que ça crée une dépendance, contrairement à TikTok, jusqu'à preuve du contraire, mais à cette application, tant et si bien que toujours dans le cadre de ce bras de fer États-Unis-Chine, le retrait de WeChat sur certains téléphones peut constituer un argument de non-achat. Par exemple, on a estimé que 95% des Chinois préfèrent un téléphone sur lequel il y a WeChat, quitte à ne pas acheter un iPhone et à renoncer à Apple. Donc au final, dans cette situation, ce sont les Américains qui ont le plus à perdre en bannissant WeChat de leurs appareils, parce qu'il y a un tel lien avec ce service-là que c'est très très difficile de s'en passer, voire impossible. Tout à fait, ouais, exactement. D'ailleurs, WeChat... Il y a même c'est l'analyste Ming Chi Kuo qui est très connu pour ses prévisions, ses estimations qui sont souvent assez
assez précises et qui correspondent pas mal à la réalité, qui estiment que ça pourrait avoir un impact sur les ventes d'iPhone en Chine de 25 à 30%, enfin justement de chute en matière de vente. Donc c'est considérable. Et les États-Unis ont vraiment une réflexion à mener sur ce sujet-là et peut-être plus à craindre du bannissement de WeChat que du bannissement de TikTok. Oui. Ou de son non-bannissement d'ailleurs. C'est ça qui est terrifiant parce que si on s'inquiète de TikTok, il y a sans doute de quoi s'inquiéter de WeChat également. Bon, bah écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler un instant de la newsletter et du Discord et de Patreon qui vont un petit peu tous ensemble puisque vous avez accès à tous ces éléments, mais tous ces éléments en plus si vous êtes patriote. La newsletter par exemple, elle est agrémentée d'articles supplémentaires si vous faites partie des patriotes. Le Discord, vous pouvez y accéder, tout ça est sur notepatrick.com, hein, très simplement. J'ai ma nouvelle page d'accueil où vous avez accès à l'abonnement pour tous les podcasts, le Discord, la newsletter, tout. C'est super simple, on a travaillé dessus très longtemps avec Kevin et on est assez fiers du résultat. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations de manière très lisible. Mais la newsletter, donc, il y aura 7 articles sur WeChat. Il y aura un article aussi que j'ai trouvé passionnant sur la manière dont les développeurs d'applications iOS utilisent la psychologie du comportement pour vous demander de noter leur app juste au bon moment. Par exemple, ils vont pas vous demander de noter leur app quand vous avez oublié votre mot de passe et que vous êtes énervé à essayer de récupérer votre mot de passe. Ils vont plutôt vous demander de noter leur app quand c'est le moment de la paye. Donc on sait que vous êtes de bonne humeur. Ça, c'est des exemples un petit peu triviaux, mais il y a plein de réflexions là-dessus et la manière dont la limitation du nombre de fois que les développeurs d'app peuvent vous demander de noter leur app qui était faite pour rendre l'utilisation plus agréable. Hein. Si on vous demande tous les jours, c'est pénible. Apple a imposé une limitation et du coup, ça a fait que ces pop-up qui demandent votre avis sur l'app ont eu une valeur énorme et ça a poussé les développeurs à utiliser des algorithmes vicieux pour vous le demander pile au bon moment. Par exemple, il y a des trucs comme avez-vous été satisfait de la qualité de cet appel ? On l'a tout le temps, genre dans je sais pas, Skype, Discord, plein de trucs. Avez-vous été satisfait de la qualité de cet appel ? C'est bon, j'utilise l'app depuis 2 ans, j'ai pas besoin de vous dire si je suis satisfait ou pas. En fait, c'est juste pour mettre une barrière avant de vous demander de noter l'app. Si vous n'êtes pas satisfait, ils vont pas vous le demander. Si vous êtes satisfait, ils vous demandent de noter l'app pour n'avoir que les personnes qui sont de bonne humeur et qui sont prêtes à noter l'app bien. Et du coup, ça augmente la qualité des notes sur l'App Store de manière complètement artificielle. C'est un truc qui était un petit peu caché jusqu'à maintenant, mais alors on sait plus ou moins psychologie comportementale, etc. Mais vraiment, l'article en question est passionnant, c'est le Financial Times. Et je vous encourage à aller le regarder. Là encore, il est dans la newsletter qui publiera jeudi. On a toujours des articles sympas comme ça. Si vous voulez le retrouver vous-même, Apple, How App Developers Manipulate Your Mood to Boost Rankings. Là encore, c'est passionnant. Mais donc, vous pouvez avoir accès à une newsletter étendue, vous pouvez avoir accès au Discord étendu, et tout ça, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner au Patreon, et non seulement vous aurez l'émission sans pub, l'émission sans promo, l'émission avec les éditos en plus, enfin des éditos en plus de l'émission, vous aurez plein de petits bonus, plein de petits trucs sympas, et en plus de ça, vous avez la satisfaction de soutenir l'émission. Franchement, moi, c'est un petit peu le Amazon Prime du podcast. Il n'y a pas de raison, il y a plus de raisons de s'abonner que de ne pas s'abonner. Bon, ok, je pousse un tout petit peu la description. L'essayer, c'est l'adopter. Et voilà, exactement. Mais bon, disons que la motivation principale, évidemment, c'est de soutenir l'émission et de faire en sorte que cette émission que vous appréciez, eh bien, vous rémunériez le travail acharné que je fournis pour la concevoir. Donc, c'est la motivation principale. Mais en plus, vous avez plein de bonus sympas. Donc, si vous appréciez, patreon.com/rdvtech, même quand vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Le lien est dans les notes de l'émission. Ou alors, quand vous arrivez chez vous, vous savez,
les clés dans le bol, c'est un moyen mnémotechnique qui va vous rappeler, réflexe pavlovien, cling Patrick, cling, il faut que je m'abonne au Patreon de Patrick. C'est super simple et ça marche très très bien. Et merci à tous ceux qui mettent des notes sur iTunes également, c'est très très sympa. Merci à Bruno Ware de Belgique qui m'a mis un commentaire notamment, entre autres un commentaire très sympa. Bon allez, on continue à parler de tech avec les premières pré-tests du Galaxy Z Fold 2 qui coûtera quand même $2000. Bon, en même temps, chez Samsung, ils sont sympas. Si vous en avez acheté un du premier modèle, le Galaxy Fold de l'époque, d'il y a un an, le Galaxy Z Fold 2 ne vous coûtera que 900 €. Bon, la moitié du prix, c'est quand même pas mal. L'appareil... C'est presque cadeau. L'appareil est clairement une amélioration significative par rapport au premier, comme on en parlait il y a 2 semaines au moment de sa présentation. On arrive à un produit qui est pas mal foutu. Les usages restent un petit peu incertain, on va dire, mais il est beau quand même. Cédric, ça te fait un petit peu envie ? En fait, il résout l'essentiel des reproches qu'on faisait au premier. Il faut expliquer, il se déplie, donc tu as ce grand écran carré une fois que tu l'as déplié, mais une fois replié, il reste quand même un écran extérieur qui, sur la première version, était pas bien grand en fait, et donc tu avais des énormes bords. Bon, ça le rendait pas très utilisable, à moins vraiment de le déplier, sauf pour des trucs très simples comme des notifs ou des appels. Là, tout à coup, l'écran extérieur prend vraiment toute la face avant du téléphone, et c'est très joli. Alors, ça reste une machine assez épaisse, mais c'est normal, elle se déplie, mais donc tu as quand même 3 écrans en un. Non, c'est très très beau, hein, vraiment. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui va conquérir ? Ouais, ils sont surprenants, Samsung, parce que ils sont capables de tenir quand même des choses comme ça à bout de bras pour des communautés assez précises. Regarde ce qu'ils font avec le Note depuis le début. Le Note reste l'un de leurs flagships, mais c'est pas l'une de leurs plus grosses ventes. Et pourtant, ils ont compris qu'il y avait un public pour ce genre de choses. Donc voilà. Et puis ils tiennent leur rôle d'innovateur. Parce que l'ingénierie qui va derrière, moi je suis allé tout voir, l'ingénierie de la charnière du Fold, c'est un truc de fou. Enfin, c'est une fusée pour aller sur Mars. C'est presque la charnière, en fait, c'est l'élément principal de l'appareil en fait. Sûr. Si la charnière ne fonctionne pas, tout voilà, c'est ça. Il n'y a pas de voilà. Et non, c'est une remarquable machine. Après, je pense que ça va rester une tête de gondole. C'est pas ça qui va faire les ventes de Samsung cette année, mais par contre, c'est ça qui va peut-être vendre d'autres choses chez Samsung. Oui, c'est une question d'image aussi, hein. C'est effectivement leur porte-étendard, on va dire. C'est Samsung innove, Samsung. Clairement, je crois que au niveau technique, on est arrivé à, comme on le disait l'autre fois, un niveau vraiment très acceptable. Je crois que certains me disaient, bon, ça reste encore une version bêta. J'ai l'impression qu'on est un produit qui, techniquement, dans sa fabrication, est abouti, quoi. En tout cas, c'est ce que j'en vois. Après l'écran, il y a cette protection d'écran et puis le sentiment un petit peu plastique, même s'il y a une couche de verre, qui est pas l'idéal qu'on pourrait espérer, mais tout de même. Parlons un petit peu d'argent, tiens, et de la manière dont les gouvernements gèrent cet argent. En l'occurrence, en France, on sait qu'on a eu une loi qui impose aux grands acteurs de la tech qui vendent des produits numériques de payer une taxe sur leurs revenus et non pas sur leurs bénéfices pour parer aux problèmes d'optimisation fiscale, j'utilise les guillemets, qu'ils utilisent depuis un bon moment. Eh bien, ces grands acteurs de la tech ont annoncé que la taxe en question serait répercutée sur le prix aux consommateurs ou aux clients, en tout cas, finaux. C'est le cas de Google, qui a annoncé augmenter les prix de ses publicités dans différents pays pour compenser ça. En Angleterre, Apple a également augmenté ses prix, et Amazon également. Et en France, Apple augmente le prix, non pas le prix, mais fait payer la taxe numérique aux développeurs iOS, c'est-à-dire qu'en plus de la commission qu'ils prennent, il va y avoir le montant de la taxe qui sera déduit de la part des développeurs. Alors, c'est un petit peu
inévitable, on va dire. On n'a pas le contrôle là-dessus. Ça veut dire que quand même, les sociétés en question vont devoir s'acquitter de cette taxe, mais ils la font payer aux clients. Ça veut dire que du coup, les prix augmente un petit peu et donc peut-être que la concurrence peut jouer, mais en même temps il n'y a pas vraiment de concurrence, donc personne ne peut aller ailleurs. Bon, je vais vous donner la parole sur ça dans un instant, mais je voudrais quand même parler d'une chose un petit peu plus positive, toujours dans les actions du gouvernement. Entre parenthèses, je dis un petit peu plus positive, moi je pense que c'était une bonne chose, cette histoire de taxe sur les revenus pour pallier à l'optimisation fiscale. Mais d'autres pourront être d'un autre avis. L'une des mesures importantes du plan de redressement du gouvernement qui, moi, m'a vraiment tapé dans l'œil, on pourra parler d'autres aspects de ce plan de redressement et des 7 milliards qui sont alloués au numérique, mais moi, ce qui m'a paru être une bonne chose, c'est la partie qui est allouée à la généralisation de la fibre, un gros investissement public, alors on parle que de 240 millions d'euros, mais qui sont investis donc pour couvrir tout le territoire avec la fibre d'ici à 2025. Alors c'est une promesse, est-ce que ça va se faire, etc. On a déjà eu des promesses par le passé, mais l'intention, moi, me paraît extrêmement louable parce que c'est un petit peu, ok, maintenant c'est fini ces conneries, il nous faut la fibre partout, c'est comme l'électricité, comme les autres infrastructures, comme la route, comme le Oui, service universel, finalement, ce sont les mots de Cédrico également. Ouais. Voilà, exactement, ça suffit comme l'eau et le gaz. Comme l'eau et le gaz, il faut que tout le monde ait accès à la fibre. Exactement. Donc voilà, entre ces deux choses, une un petit peu décevante, une un petit peu plus porteuse d'espoir, mais je vous laisse la parole. Elsa, allez, je vais commencer par Elsa, honneur aux dames. Alors oui. Bon, du coup, deux sujets. Pour le sujet de la fiscalité, on se débat un peu en France avec cette question-là parce que on est face à des acteurs qui réalisent des bénéfices conséquents grâce aux consommateurs français, mais qui ne payent pas encore leurs impôts dans une juste mesure. Donc, on essaie de récupérer cet argent-là. Je crois qu'on estimait, la taxe est censée entrer en application cette année de manière rétroactive sur tout le chiffre d'affaires réalisé en 2020. On estimait que ça devait rapporter 500 millions. Enfin, un montant assez important, mais finalement, là, on se retrouve dans un cas de figure et dans un scénario qui était un peu prévisible depuis le départ, qui avait été balayé d'un revers de main par Bruno Le Maire à partir du moment où la taxe est entrée en vigueur, c'est-à-dire la crainte que cette taxe GAFA se répercute en fin de compte sur le consommateur. Alors, pour le coup, pour Amazon, le fait de répercuter cette taxe, c'est pas nouveau, ça a été fait dans les premières semaines sur les vendeurs en France après la promulgation de la taxe. Mais oui, Apple, Google, Amazon, même Facebook savent très bien de quelle manière optimiser justement leurs revenus sur le territoire français et éviter au final d'aller payer cette taxe. Et puis surtout, les arguments d'Apple, c'est de dire que les négociations sur cette taxe sont attendues à l'OCDE et que justement ils n'ont pas à se plier à des négociations qui se seraient faites au niveau européen sans l'aval de l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc en fait, ils jouent un peu la montre, mais en attendant, c'est vrai que ça va se répercuter sur le consommateur. Et pour le plan de relance et les 7 milliards alloués au numérique, avec ce plan fibre qui est à saluer, alors ce qui revient souvent sur la fibre, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance de cette technologie, de l'importance qu'elle peut avoir dans notre vie de tous les jours pendant le confinement, pour tout ce qui était télétravail, pour tous les usages que ça a pu prendre et qui étaient essentiels. Donc ça, c'est très bien qu'on essaie de mener à bout ce projet de fibrer la France d'ici à 2025. Mais ce qui m'a vraiment étonnée dans les 7 milliards qui étaient alloués au numérique, c'est que nulle part n'était fait mention de la 5G, qui pourtant est au cœur des débats liés aux télécoms aujourd'hui, à la fois pour l'opposition qu'elle suscite, mais en même temps pour les cas d'usage qu'elle laisse envisager. Donc j'ai été étonnée, j'ai regardé les documents officiels plusieurs fois et c'est vraiment un terme qui a pas été abordé. Je sais pas si vous avez une analyse là-dessus, mais j'ai trouvé ça très très surprenant. Enfin, le plan était totalement muet sur cette question-là. Peut-être tout simplement parce que les opérateurs n'ont pas besoin d'avoir une aide de l'État pour déployer la 5G. Ils vont le faire à un rythme qu'ils ont finalement déjà prévu, donc ils n'ont pas besoin de financement supplémentaire. Et puis, sur la fibre, en revanche, c'est vrai qu'il y a des besoins de financement, en gros, pour l'amener au dernier mètre, au dernier kilomètre, d'endroits où c'est vraiment pas rentable pour les opérateurs. Tu vois, je ne fais pas le plateau de 1000 vaches, mais c'est un peu ça. Surtout que la promesse... Alors la promesse, il faut la revoir, parce qu'elle date pas d'hier. Emmanuel Macron l'avait fait plusieurs fois, mais avec parfois un peu de confusion
sur... Enfin, en gros, la promesse, c'était du très haut débit. C'était pas forcément de la fibre. Donc après, il faut définir où commence le très haut débit. Mais là, tout à coup, dans la bouche de Cédrico, par exemple, on parle plus que de fibre. C'est-à-dire que c'est de fibrer 80% du pays en 2022 et 100% en 2025 pour, comme le disait Elsa, vous promettre une connexion comme on vous promet aujourd'hui une connexion à l'électricité ou au réseau d'eau potable. Et là, de fait, alors est-ce que les 500, au final, c'est 550 millions parce qu'il y avait quand même déjà d'autres aides qui étaient promises. Est-ce que ça suffira ? On verra, mais en tout cas, l'élan est là et l'appétence est là. Moi, j'ai appris, il se trouve qu'il y a un remarquable papier sur LCI.fr qui est paru hier, qui s'appelle Très haut débit, quand le Covid accélère la ruée vers la fibre. Donc, autant dire que j'ai vraiment le dossier sous le coude. Moi, j'ai appris une chose, c'est que jusque-là, sur toutes les habitations éligibles à la fibre, seuls 40% prenaient la fibre. Seuls 40% s'abonnaient à une offre fibrée. Moi, j'ai été frappé parce qu'évidemment, du premier jour où j'ai pu avoir la fibre, j'ai pris la fibre. Mais bon, forcément, nous sommes des cas particuliers. Et ça, c'est un truc qui a changé depuis le confinement, depuis que tout à coup, voilà, on est quasiment dans le produit de première nécessité. Hein. Quand on est deux ou trois à travailler, à faire la classe à la maison, à regarder Netflix pendant que l'autre, etc., je ne te fais pas l'article. Donc ce mouvement-là qui s'amplifie et qui s'accélère, c'est forcément une très très bonne nouvelle. Sur l'histoire du chiffre d'affaires et de la taxe répercutée sur les ventes, je sais pas à quel point il fallait être bonnet en économie pour imaginer qu'il en soit autrement. Comment imaginait-il que cette taxe allait être payée par les économies personnelles de Tim Cook ? Enfin non. C'est rassurant en plus pour l'actionnaire de se dire que, tu vois, le prix de la taxe est déjà baked in, comme on dit, cuisiné à l'intérieur du prix de vente. Comme ça, c'est une opération blanche au final pour la maison mère. Ouais, je vois mal comment il en aurait été autrement. Après, ce que tout ça doit faire, c'est accélérer le fait qu'on arrive à trouver, justement, de fait, à l'échelle de l'OCDE, des systèmes de taxation qui soient justes, mais qui soient justes pour tout le monde, tant pour les États parce qu'on se la raconte un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, on imagine par exemple qu'on va taxer un Google ou un Facebook juste à la hauteur de son chiffre d'affaires. Ce qu'on oublie, c'est que ce que Facebook France, par exemple, revend, entre guillemets, c'est-à-dire de la publicité sur la plateforme, elles vendent la publicité sur une plateforme que Facebook France n'a pas créée. Donc il y a quand même une valeur à la propriété intellectuelle sur laquelle Facebook France bâtit son business. Je suis pas en train de prendre la défense de Facebook, j'essaie d'expliquer le système. Donc c'est logique que la part du chiffre d'affaires sur laquelle il soit imposé, là-dessus, soit grévé de trucs que la France repaye aux États-Unis ou ailleurs pour payer le prix de l'accès à la plateforme, j'ai envie de dire. Et ça, on le comprend rarement parce qu'évidemment, on se base sur la taxation de sociétés françaises dont la propriété intellectuelle ou l'outil industriel, en tout cas, est chez nous. Donc ça n'a rien à voir et qu'on a créé ici. On est d'accord que ça ne touche pas forcément l'ensemble du prix de vente, mais sans doute un petit peu plus que ce qu'ils réussissaient à inclure dans leurs bénéfices. Ah non, mais ça qui est de l'optimisation, bien sûr. Mais enfin, si tu veux, pour que l'optimisation s'arrête, il faut juste qu'elle devienne illégale. C'est pas comme oui, mais souvent, je sais plus qui l'avait dit à l'époque, c'était chez Google, qui dit mais notre métier, c'est pas de faire des trucs illégaux. Hein. Si c'est légal, si c'est pas légal, on le fera jamais. C'est pas. On est d'accord. Et du coup, c'est pour ça que cette taxe, à mon sens, était sans doute pas la pire idée, étant donné que ça donne un cadre légal à l'arrêt de l'optimisation. Parce que s'il y avait d'autres solutions, on les aurait trouvées. C'est un petit côté cautère sur une jambe de bois quand même. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des effets de bord parce que tu vas aussi toucher des sociétés européennes qui n'ont rien demandé à personne et qui payaient déjà des impôts. Enfin bref. Donc de fait, ça ne résout pas le problème. Ça a le mérite, j'ai l'impression en tout cas, d'accélérer le mouvement vers des solutions plus pérennes. Et rien que pour ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, parlons un peu de Facebook, tiens, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de Facebook. Dans un élan de « on va faire un truc bien, mais à moitié », ils ont décidé qu'ils arrêteraient d'accepter les publicités politiques aux États-Unis une semaine avant les élections présidentielles. Ce qui est un petit peu étrange, parce que vous savez qu'on parle du sujet des publicités pour des publicités politiques qui sont acceptées sur la plateforme Facebook, contrairement et moins régulier qu'ailleurs, et qui a provoqué un grand débat sur la nature de toute cette affaire. Facebook a donc décidé qu'il n'allait pas arrêter d'accepter les publicités politiques comme Twitter par exemple, mais qu'ils allaient le faire une semaine avant, et du coup
c'est, je ne sais pas si c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions ou les choses faites à moitié, mais ils se sont pris un déluge de critiques, certainement valables, sur le fait, par exemple, que ça va empêcher les votants d'avoir les informations dont ils ont besoin pour aller voter, parce que c'est un peu plus compliqué aux États-Unis, de les avoir au dernier moment. Ça va empêcher les entités politiques de répondre à des accusations qui seront peut-être faites ailleurs, à ce dernier moment, qui peut être capital. Comme tu le disais, Cédric, les chiffres, je crois qu'il faut pacifier, et les choses sont encore très incertaines aux États-Unis. Donc, bon, pour moi, c'est une demi-mesure étrange de la part de Facebook. Je comprends l'idée qu'on veut limiter les surprises à la fin de la période électorale. Mais oui, bon, je sais pas. Elsa, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose là-dessus. Oui, en fait, il y a un décalage assez cocasse entre la faiblesse de cette mesure et du délai d'une semaine, dont on ne sait même pas vraiment s'il est pertinent ni comment il a été décidé, et le discours officiel. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a pris la plume sur son propre profil pour dire que la mission de Facebook était de protéger la démocratie, qu'il en revenait de leur responsabilité. Que des troubles sociaux étaient à craindre, que cette élection ne serait pas comme les autres, etc. Bon, en tout cas, c'est une mesure un petit peu de bricolage, parce qu'en fait, ce qu'essaie de faire Facebook, après, ils ont pris pour le coup des mesures sur lesquelles on peut revenir et qui, cette fois-ci, ont plus d'importance, ont plus de poids, mais ils essaient d'éviter, en fait, la situation de 2016 et les critiques quand même assez fortes qu'ils ont prises pour des raisons bien plus profondes que le simple fait de pouvoir laisser circuler des publicités politiques, à savoir les soupçons d'ingérence de la Russie sur l'élection présidentielle, enfin toutes ces questions qui après ont fait l'objet d'enquêtes au plus haut niveau de l'État américain. Donc bon, mesure un peu cosmétique pour Facebook, mais de même pour Twitter, qui aussi essaie d'éviter les critiques et a pris une autre mesure, cette fois-ci sur les trending topics, qui ont une grosse importance aux États-Unis en amont de ces élections-là, pour redonner un peu plus de contexte à ces sujets-là. Donc ça aussi, c'est une mesure qui valait la peine d'être prise, mais on pourra évaluer par la suite les véritables conséquences que ça a eu. Mais ce qui est intéressant quand même chez Facebook, c'est le fait de s'assurer, de promettre de retirer les publications assurant qu'aller voter entraîne une contamination au coronavirus. Enfin, ce genre de discours qui commence à prendre de l'ampleur aux États-Unis, ou également quand même tous les propos même tenus par Donald Trump sur le vote par correspondance. Il essaie lui-même de discréditer ce mode de vote-là. Là, il y aura une attention particulière à porter à ces messages-là et à leur modération, voire à leur remise en contexte qu'ils se sont habitués à faire depuis plusieurs mois déjà. Ouais, on a l'impression qu'ils essayent de faire certaines choses. On a vu qu'ils ont limité le nombre de transferts de messages qu'on peut faire sur Messenger. On sait que Messenger, comme WhatsApp ou d'autres services de ce type, servent beaucoup à diffuser des théories un petit peu fumeuses par simple transfert à des centaines de personnes, ou des trucs qui sont retransférés à de nombreuses reprises. Ouais, c'est difficile de savoir exactement. Il n'y a pas de direction claire chez Facebook. On a l'impression qu'ils font tout par petites touches. Et en même temps, je comprends que quand tu as un outil qui touche des milliards de personnes littéralement, t'as pas forcément envie de faire un revers de direction immédiat sans savoir exactement ce que ça va provoquer. Mais bon, clairement, là, on a l'impression que c'est des demi-mesures, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment comment arriver à faire quelque chose. C'est pour faire quelque chose, une application du mouvement immobile. C'est regardez, il se passe des choses, nous avons bougé, nous avons agi, mais en fait, en gros, on s'est coupé, à la rigueur, une semaine de chiffre d'affaires sur la pub politique. Alors évidemment, moi, je ne crois pas que ça soit une question de chiffre d'affaires sur la pub. Ça représente une petite partie de leur chiffre d'affaires. Tu crois vraiment que c'est une question financière ? Mais pourquoi ne la coupe-t-il pas complètement ? Ah, mais si parce que je crois que ça n'a pas d'importance, alors. Non, mais je crois que Zuckerberg pense que c'est pas la chose à faire. Je pense pas qu'il ait raison, mais je pense que c'est pas la chose à faire. Enfin, c'est-à-dire que lui, il sait ce qui s'est passé il y a 4 ans. Et il sait la granularité avec laquelle il y a des milliers de versions de pubs différentes qui ont été envoyées vers des centaines de types de profils différents. Enfin, c'est-à-dire qu'il connaît la force de persuasion de sa plateforme et donc il sait à quel point ça peut être utilisé. Le fait qu'il refuse d'agir de manière décisive, parce que là, on est en train... Là, c'est... enfin, bref. Mais tu sais, à propos là, c'est un peu de biafine sur comme si c'était un coup de soleil, mais là, on est... alors qu'on est au grand brûlé, là. C'est-à-dire que...
Du coup, voilà, bon, bah, il fait un truc sans rien faire, donc il ne perdra même pas d'argent là-dessus. C'est assez désolant. J'ai plus de respect pour ce qu'a fait Twitter. À propos de tous ces réseaux, on est toujours dans les GAFAM, hein, on retombe de l'un chez l'autre, de Karim Ancila, mais visiblement, la campagne de Trump a complètement oblitéré ses dépenses à la télévision et a reporté tout ce budget, non pas chez Facebook, non pas chez Twitter, mais, vous l'avez compris, chez YouTube. Et ils sont en train de dépenser des sommes complètement folles chez YouTube pour mettre des pubs chez YouTube, avec un niveau de granularité dont je ne sais pas s'il est aussi important que chez Facebook, mais qui est en tout cas, disons que Google, c'est pas les derniers quand il s'agit d'avoir des informations sur vous. Et ils sont en train de micro-cibler, de la même manière qu'ils le faisaient sur Facebook il y a 4 ans, sur YouTube aujourd'hui. Et en attendant, la campagne de Joe Biden est en train de mettre des objets spéciaux dans Animal Crossing. Hein, c'est leur activité numérique. Dernier pétard, et pas des moindres. C'est pas mal. Ouais. Donc bon voilà, quand on vous dit que les choses sont pas jouées, et cette histoire de YouTube, c'est vraiment assez effrayant parce qu'on le sait, enfin effrayant, c'est intéressant et dans mon cas effrayant parce que ça me fait peur étant donné ma relation à l'administration Trump et ses idéologies, mais il y a vraiment quelque chose de... j'ai l'impression qu'il y a un parallèle très clair qu'on peut établir sur les évolutions des choses entre il y a 4 ans et cette année. Et ce report, en plus de Facebook sur lequel il n'arrête pas, hein, ce report sur YouTube, on peut se demander s'il n'y a pas... Ils n'ont pas trouvé une autre méthode pour refaire le même coup, quoi. Encore sait pas, parce que dans le même temps, l'espèce de grand ordonnateur de la campagne, comment il s'appelle, Brad Parsdale, a été viré parce qu'en gros il piquait dans la caisse un peu comme tout le monde apparemment. Enfin que le jour où on fera l'autopsie de cette présidence, c'est absolument ahurissant quand même. Ouais. C'est un truc de fou. Moi j'en ai jamais vu un président américain qui nomme à la tête d'agences fédérales des gens qui étaient juste ses plus généreux donateurs pendant sa campagne. Enfin tu vois, il suffit de filer 1 million. C'est pas cher finalement. Hein. Moi j'ai envie d'emprunter. Tu files 1 million à Trump pendant sa campagne et il te nomme patron de l'EPA, par exemple, l'agence environnementale, ou de la Poste, c'est un truc de fou. Et il y a des témoignages qui commencent à sortir. Quand on fera le post-mortem de ça, je pense qu'on va... Enfin, c'est Caligula, quoi. Bref. Mais, écoute... Donc, je sais... Est-ce que YouTube est un truc de dépit parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire sur Facebook? J'ai finalement plus de confiance, si tu veux, dans la rigueur morale, c'est peut-être un bien grand mot, de Google, hein, sur ce à quoi l'annonceur a accès et pas accès par rapport à Facebook. Et à Facebook, il y a 4 ans, évidemment. Bon, écoute, en parlant d'autopsie, on a eu une décision de justice à propos de la surveillance généralisée qu'opérait la NSA et qui a été dénoncée par Edward Snowden il y a quelques années de ça. Et la décision a été que, enfin l'estimation, l'étude et la décision de justice a été que non seulement la surveillance de masse était illégale, mais en plus de ça, elle n'a servi à rien. C'est-à-dire que exactement tout ce que dénonçait Edward Snowden a été validé par cette décision de justice, ce qui est des mots de Snowden lui-même. Il disait, il ne pensait pas que de son vivant, il verrait cette décision, enfin ce jugement rendu et la raison qui lui a été donnée. Là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment, ça ne change rien sur les sanctions qui ont été décidées à son encontre à lui. Donc, non. Bon. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vraiment... Je vais lire 3-4. Je vais lire la décision parce que je ne sais pas sur quoi il se base pour se dire que ça n'a aucune utilité. C'est-à-dire qu'ils se basent sur ils ont étudié tous les documents, j'imagine, hein, les documents que leur ont fournis les agences de surveillance en question, tu vois, sur les cas qui ont été... enfin, les attaques qui ont pu être arrêtées, les enquêtes qui ont été menées, tu vois... Et je pense que les agences de surveillance n'ont pas fourni les documents les moins valides pour étayer leur thèse, tu vois, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ce qui est marrant, c'est que les réactions des agences de surveillance, c'est visiblement, j'entendais ça dans un podcast il y a quelques jours,
dans la confidence, ce que disent les agents de surveillance, c'est oui, bon, c'était cool d'avoir Prism et toutes ces choses-là, mais maintenant on demande juste à Palantir. On a les mêmes informations. Palantir étant une société américaine qui s'est spécialisée dans ce genre de choses. Donc bon, écoutez, on va finir avec un sujet peut-être un petit peu déprimant aussi, mais amusant quand même. Il semblerait que les conducteurs, les livreurs Amazon, vous savez qu'il y a une flotte un petit peu comme Uber en fait, de livreurs Amazon, eh bien il semblerait qu'ils mettent des téléphones clonés de leur téléphone dans les arbres pour être plus près de différents endroits et être considérés en premier dans les propositions de livraison. Donc ils mettent des téléphones dans les arbres, ils les suspendent et donc ils sont en fait présents à plusieurs endroits et ils peuvent avoir les courses avant les autres. Et donc, c'est une pratique qui est devenue visiblement courante, en tout cas à Chicago, pour battre les autres dans la récupération des nouvelles commandes de livraison, c'est de mettre vos téléphones dans les arbres. Alors, je ne sais pas si c'est également dystopique, ou si c'est drôle, ou si c'est les deux, mais je commence à imaginer... ouais, je crois que... C'est les deux. Non, mais c'est vrai. Et parce que, alors, je sais, j'ai pas compris. Au début, je comprenais pas le pourquoi de dans les arbres. Parce qu'il y a plein de manières de cacher ton téléphone quelque part. Et dans les arbres, c'est peut-être aussi une manière de faire en sorte que le téléphone continue de bouger un peu, parce que je pense que l'application doit vérifier que le téléphone est en mouvement, ou enfin, tu vois, est au moins utilisé. Enfin, je sais pas. Moi, je me dis que c'est pour capter les ondes un petit peu mieux plutôt que de le poser par terre, je sais pas, mais... C'est ça. Ça, c'est comme les gens qui mettent une balle de tennis dans le volant de leur Tesla pour que le système croit qu'ils tiennent toujours le volant et que l'autopilot, du coup, conduit tout seul. C'est vraiment... Ça, je ne connaissais pas cette méthode. Ça, il paraît que ça marche plus. En tout cas, c'est d'un cynisme sans nom et c'est surtout le symptôme d'une rivalité accrue entre livreurs. Parce que là, on parle de livreurs Amazon, mais en réalité, c'est un service qui est déployé, il me semble, uniquement aux États-Unis, Amazon Flex, et qui permet à des particuliers de faire des livraisons eux-mêmes en utilisant leur voiture. C'est pas des personnes purement et simplement employées par Amazon, enfin directement employées par Amazon. Donc, ce sont des gens qui, au départ, ça peut être une activité qui peut être considérée comme un gagne-pain complémentaire, mais vu les chiffres du chômage aux États-Unis et vu également la moindre popularité de services tels qu'Uber et Lyft, qui ont tout simplement moins de passagers qu'avant, il y a certains chauffeurs qui se déportent vers cette activité-là. Donc, il y a de plus en plus de gens qui essaient de vivre en faisant ces livraisons à la carte. Et oui, ces schémas-là, ces dispositifs-là, c'est les seuls moyens, enfin des moyens qui émergent maintenant pour essayer d'avoir à tout prix, de récupérer à tout prix ces courses qui deviennent vitales pour certains d'entre eux. Donc, c'est assez dramatique également. Et ce qui est dramatique aussi, c'est le manque de réaction d'Amazon sur le sujet, qui indique enquêter sur le sujet, mais qui n'a pas pour le moment annoncé de mesures précises pour contrer le phénomène. Donc oui, c'était totalement hallucinant. Et je ne sais pas exactement pourquoi ils étaient placés dans les arbres, peut-être tout simplement pour les rendre moins facilement accessibles à tout à chacun. Je sais pas pour ne pas se les faire voler, tout simplement. Oui. Facilement, oui, voilà. Et ce sont des smartphones qui font office de bornes relais pour transmettre l'information au réel téléphone du livreur. Donc c'est très ingénieux, c'est sûr, mais assez cynique. Oui. Je ne savais pas à quel point j'allais partir dans le côté effectivement préoccupant de la chose, mais tu as bien fait de préciser tout ça, Elsa. Et un aspect auquel je n'avais pas pensé, c'est que, c'est vrai, c'est chez Uber et Lyft, etc., il n'y a plus de courses, enfin moins, parce que les gens se déplacent moins, mais par contre, chez Amazon, il y a plus de livraisons, et donc ça peut être des gens qui faisaient des courses de transport de personnes qui se reportent là-dessus pour leur gagne-pain, quoi, effectivement, donc... Merci de la précision. Bon, écoutez, on conclut donc avec cette news peut-être un petit peu moins drôle que je l'aurais espéré, mais voilà, c'est la tech d'aujourd'hui. Non, mais ça valait le coup d'en parler, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Il y aura du drame dans cette histoire. Mais oui. Bon, écoutez, on pourra parler de choses un petit peu plus joyeuses jeudi dans le rendez-vous jeu. Si vous voulez un petit peu moins de sujets difficiles, ça sera des trucs plutôt cool chez Nvidia, Xbox et Nintendo et plein d'autres choses jeudi dans le rendez-vous jeu qui devient hebdomadaire, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, quelques semaines de ça. Donc, grande fête au niveau du rendez-vous jeu. Et c'est tout pour le rendez-vous tech par contre, donc on va demander à nos invités de nous dire où on peut les retrouver. Commençons par Elsa, tiens, est-ce que tu as une présence internet, chez BFM bien sûr, mais ton compte Twitter peut-être ?
Mon compte Twitter à mon nom avec des underscores, très moderne. Et sinon, sur une émission qui s'appelle Tech & Co sur BFM Business, une fois par semaine également, sur tous les sujets tech de la semaine, sous un angle économique et boursier. Donc ça, c'est l'essentiel de mon activité. Magnifique, merci beaucoup Elsa. Le lien vers ton compte avec Twitter. Sébastien Coinon, qu'il faudra que tu invites un jour quand même. Une fois. Ah mais avec plaisir, bien sûr. On le fera. Et donc, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Vous pouvez aller suivre Elsa si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller suivre Cédric, qui est @Cédric, le compte qui fait jalousie. Ça le mérite d'être simple. La jalousie de toute la tweetasphère. C'est toujours pas à vendre. et oui, et d'autres choses, Cédric. Je dis ça pour Cédric O, parce que j'arrête pas de renvoyer des messages en disant non, mais attendez, je ne suis pas ce Cédric, alors arrêtez de me poser. Non, c'est Cédric O que vous voulez. Mais non, toujours pas à vendre. Bon, écoute. Par contre, tu es sur LCI également. Oui, Elsa, pardon, voilà. Tu as ajouté quelque chose ? Non, je disais ça, un simple très bien. Très bien. Très bien. Donc oui, LCI, @Cédric, tous les liens sont dans les notes de l'émission. Note Patrick et le lien vers les notes de l'émission, dans les notes de l'émission également. C'est mon compte Twitter, mais également notepatrick.com sur lequel vous avez accès à toutes mes informations. Nouveau site, très bien fait, merci Kevin. Avec notamment l'accès au Discord, comme je le disais. On a une section publique du Discord, une section publique et ouverte où on parle des derniers épisodes que j'ai publiés. Donc si vous avez des choses à dire sur le rendez-vous tech, eh ben, vous pouvez aller plutôt que ça soit fait de manière disparate sur Twitter, les commentaires, Facebook, etc. Le Discord réunit tout le monde. Il y a une section donc publique où on peut discuter des derniers épisodes. Et puis la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner également. Tout ça est sur notepatrick.com. Vous allez voir, c'est très bien fait. Et bien sûr, le Patreon aussi, patreon.com/rdvtech. N'hésitez pas à aller devenir patriote si vous appréciez l'émission, pour la soutenir, pour offrir une rémunération pour ce produit que vous appréciez, j'espère, et puis pour avoir les petits bonus sympathiques également. Je pense que ça peut faire d'une pierre deux coups. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous!